The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Bon les gars, vous allez être contents, j'ai enfin réglé mon micro. Vous étiez plusieurs à me dire sur les podcasts, on comprend pas Steph, depuis que t'es arrivé aux États-Unis, on n'entend rien du tout dans tes podcasts, on est obligé de mettre le son à fond. Alors rassurez-vous, ce n'est pas depuis le temps que je suis arrivée aux États-Unis, c'est qu'en fait j'ai changé d'iPhone entre-temps, puisque pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, mon iPhone 13 a cramé quand je suis arrivée aux États-Unis. En fait, je l'utilisais tellement pour filmer, je pense, j'en sais rien, et puis il faisait chaud, qu'il a carrément brûlé, l'écran est devenu noir, il est devenu tout chaud, et je n'ai jamais réussi à récupérer mes données. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Faudrait que j'en fasse un podcast d'ailleurs, parce que c'était très drôle, enfin pas trop sur le coup, j'ai pas trop rigolé, mais en vrai... En fait, tout est chez iPhone en particulier, enfin chez Apple, tout a une date de péremption, les gars. C'est-à-dire, moi, je crois qu'il avait 4 ans, bah non, ouais, 4 ans. 4 ans, le truc, il marche plus. Vous voulez le pousser jusqu'au bout, c'est mort. Alors, effectivement, je m'en sers tous les jours, blablabla, mais bon, bref, petit aparté, ça n'a rien à voir avec ce podcast. Mais il fallait que je vous le dise, et je pense que vous êtes contents de nouveau d'entendre un bon son pour mes podcasts. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore, de très bons souvenirs, qui est donc cavalière au Puy du Fou. J'ai joué tous les week-ends pendant 3 ans devant 14 000 personnes. Cette phrase est totalement vraie, elle paraît totalement dingue, mais en même temps totalement vraie, et on pourrait même rajouter dans le plus beau spectacle du monde, puisque la Cinécénie du Puy du Fou a été élue plusieurs fois plus beau spectacle du monde. Donc c'est complètement dingue, mais ça m'est arrivé. J'ai vécu 3 ans génial et je vais vous raconter ça dans ce podcast. Donc petit flashback, on retourne beaucoup d'années en arrière, je dirais ouais 10 ans presque en arrière, où je vais au Puy du Fou. J'y retourne parce que le Puy du Fou, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire la base. Le Puy du Fou, c'est un parc vendéen, donc je suis vendéenne. C'est le plus gros parc de Vendée, un parc d'attractions entre guillemets, mais qui est basé uniquement sur le spectacle, et notamment des spectacles historiques qui retracent l'histoire de France, mais surtout de la Vendée. Donc en fait, ce parc, il a été construit par Philippe de Villiers en 1970. Il a commencé par créer la Cinécénie, qui est un spectacle nocturne avec des bénévoles. C'est toujours le cas en 2026. Et petit à petit, il a créé un parc autour de cette Cinécénie, où aujourd'hui, les spectacles qui sont à l'intérieur ont reçu des awards mondiaux, comme des awards des meilleurs spectacles au monde, etc., etc. C'est essentiellement équestre, les spectacles qu'il y a dans ce parc. Pourquoi ? Parce que ça retrace, comme je vous disais, l'histoire de France, et notamment au Moyen-Âge, à d'autres époques, etc. Donc il y avait forcément des chevaux. Et moi, ce que j'adore, alors je suis très chauvine, comme la plupart des Vendéens, mais moi, ce que j'adore dans ce parc, c'est qu'en fait, ça retrace notre histoire, l'histoire des Vendéens. Faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que les Vendéens, c'est une terre de souffrance, avec les Chouans, la guerre des Chouans, où ils ont quasiment été exterminés à la Révolution, malheureusement. Et en fait, Philippe de Villiers, c'est... alors moi, politiquement parlant, on va pas du tout parler politique, parce que je ne m'intéresse pas à la politique, et je ne partage pas non plus ses idées politiques, qu'on soit clair, mais en tant qu'homme, pour l'avoir connu en tant qu'homme au Puy du Fou, c'est quelqu'un qui est très attaché à ses racines, très attaché à ses valeurs, et c'est surtout quelqu'un de très humain et très modeste, qui est vraiment à cœur, c'est son bébé, le Puy du Fou, à cœur de vouloir vraiment proposer l'histoire de Vendée aux gens et à ceux qui veulent s'instruire sur ça. C'est un passionné d'histoire, je crois, ce gars-là, et il a créé un espèce de, comment dirais-je, sanctuaire pour retracer en fait tout ce qui s'est passé au Chouan. Bon, petite pause, petit aparté terminé.
Le Puy du Fou, c'est un peu une institution, Vendée. Moi, quand je suis arrivée en Vendée, j'avais 5 ans. Donc, je suis vendéenne de cœur et vendéenne adoptée depuis. Mais mes parents sont pas issus de Vendée. Ils sont issus de région parisienne. Et quand ils sont arrivés en Vendée, un peu le premier truc qu'il y avait à faire, c'était le Puy du Fou. C'est un peu le truc à touristes. Et même à l'époque, quand on est arrivé, donc on a dû arriver en 89, un truc comme ça, 1989. Oui, oui, les gars, je suis très vieille. Eh bien, c'était le tout début du Puy du Fou. Il a été créé en 1970, hein, si je dis pas de conneries, voire 1973, enfin bref, début 70. Donc ça faisait vraiment pas longtemps qu'il existait, le Puy du Fou, bon, quand même presque 20 ans. Et en fait, la Cinécénie était déjà bien implantée, mais le parc, il était tout jeune. Donc bref, moi je me souvenais petite d'y aller avec l'école, d'y aller avec mes parents, c'était un peu la sortie de la classe, quoi. Et c'était un parc avec des spectacles, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, hein, qu'on se le dise. À l'époque, c'était vraiment un parc, un petit parc. Bon, c'était sympa à faire, mais voilà, ça se faisait vite fait en une journée et encore. Si vraiment on prenait le temps de pique-niquer, je me rappelle qu'il y avait des aires de pique-nique où on passait 2 heures à bouffer des œufs durs avec du sel et des tomates avec du sel. Oh, ça, c'était alors, tomates, sel, œufs, sel et chips, c'était le pique-nique des années 90, les gars. Je pense que si vous avez mon âge, et je pense, donc la quarantaine, je pense que vous vous souvenez très bien des pique-niques de cette époque avec la chips, la tomate au sel, l'œuf dur au sel ah si si, on avait des sandwichs jambon beurre, à la rigueur jambon fromage pour ceux qui étaient dans la hype, mais les pique-niques c'était épique. Moi je me souviens vraiment comme si c'était hier avec mes œufs durs et mon sel là. Mais pas envie, flemme de les bouffer en plus parce que chiant quoi. Et puis la tomate au sel, le truc inintéressant, personne n'aime ça quoi. Mais surtout quand t'es gosse. Et en fait, quand ils repensent maintenant, en fait, c'était des pique-niques hyper sains. Donc, mes parents, j'allais dire, mais nos parents avaient tout bon, tout bon. Bon, bref. Donc voilà, la petite sortie de la classe. J'y retourne très tardivement, puisque il y a une dizaine d'années, j'y retourne pour la première fois depuis mon enfance. Et mes parents, qui étaient retournés depuis, me disent que c'est extraordinaire, que c'est un parc incroyable. Puis moi, j'avais souvenir de l'époque où j'étais petite, quoi. Donc, bon, fallait se le dire, comme je disais, ça cassait pas trop pattes à un canard. Donc, je disais à mes parents, oh, ouais, super, super, plus du fou, plus du fou. Et un Noël, mes parents nous offrent, avec mon ex-mari, enfin mon mari de l'époque, 2 jours, non, oui, 2 jours au Puy du Fou. 2 jours ou une journée, je sais plus, au Puy du Fou. Bon, je me dis, ouais, super, super, bon cadeau sur le papier comme ça, mais bon, flemme. Moi, je me souvenais du Puy du Fou. Je dis à mon mari à l'époque, je dis, putain, on va se faire chier, quoi. 2 jours, on va grave se faire chier, quoi. On arrive, bref, et là, révélation, les gars. Révélation. Je reconnais plus du tout le parc, déjà, puisqu'il est multiplié par 10. Hein. Je vais exagérer, hein, mais c'est quasi ça. En superficie. Les spectacles sont dinguissimes à tel point que je pleure. Alors moi, je suis quelqu'un de très sensible maintenant à 40 ans. Mais il y a une dizaine d'années, quand j'avais 30 ans, et plus jeune, j'étais un cœur de pierre. Je ne chialais jamais. Ça m'est très rarement arrivé dans ma vie, plus maintenant, hein, je précise, mais ça m'est très rarement arrivé dans ma vie jeune et donc entre 20 et 30 ans de pleurer pour un film. J'étais quelqu'un, je ne pleurais pour rien. C'était très rare que je pleure et quand je pleurais, c'est vraiment qu'il y avait quelque chose de grave ou vraiment un problème. Mais j'ai vraiment cœur de pierre. Je pleurais jamais, jamais. Quand j'étais toute petite en enfance, je ne pleurais jamais, 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 quoi. Alors, sauf quand je m'engueulais avec mes parents, mais je veux dire, à l'école ou des trucs comme ça, jamais je pleurais devant les gens. Je pleurais uniquement devant mes parents ou ma famille quand j'étais entre guillemets en sécurité, mais devant les autres, je pleurais jamais. Et là, je me mets à fondre en larmes devant le spectacle des mousquetaires. Alors pourtant, c'est pour ceux qui connaissent le Puy du Fou, pour ceux qui auront envie de découvrir le Puy du Fou après ce podcast, le spectacle des mousquetaires n'est absolument pas émotionnel, hein, au passage. Il n'y a pas de truc qui fait que ça fait pleurer. Le dernier panache, le spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache, oui. Alors celui-ci, maintenant, je ne peux plus le voir sans pleurer, du début jusqu'à la fin. Ça raconte, pour spoiler un petit peu, l'histoire justement de la guerre de Vendée. C'est
intenable. C'est magnifique, et c'est fait avec tellement de poésie et c'est intenable. Enfin, moi, je peux pas ne pas pleurer devant ce spectacle. Je l'ai vu 50 000 fois, mais à chaque fois, je pleure. Bon, bref. Et cette fois-là, je pleure devant les mousquetaires. Alors, il me semble... Si, à l'époque, le dernier panache existe. Je ne pleure pas devant le dernier panache. Aucune idée de pourquoi. Mais les mousquetaires, je pleure. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est ce spectacle qui va conditionner toute la suite de l'histoire. Puisque, en fait, dans les mousquetaires, il y a énormément de scènes avec les chevaux. Et notamment des scènes de dressage pur qui sont magnifiques. Vraiment, les tableaux sont magnifiques, il y a de la danse. Bon, je ne veux pas spoiler le spectacle pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'il est vraiment incroyable, mais il y a de la danse espagnole. Ce sont des chevaux au Puy du Fou qui sont tous espagnols et portugais. Donc, ce sont essentiellement des Lusitaniens, quelques puras espagnols. Donc, c'est que des chevaux gris, en plus, la plupart. Alors, il y en a de couleurs, il y en a quelques-uns, mais pas dans le spectacle des mousquetaires. Donc, vraiment, je regarde ce spectacle et en fait, à l'époque, ce qui me fait pleurer, c'est que dans ma tête, je me dis, je veux faire ça. C'est ça mon rêve de vie. C'est ça, je veux faire du spectacle équestre. À l'époque, je suis vendeuse en automobile. Et je m'emmerde, je suis un peu enfin, je m'emmerde, pas vraiment, c'est pas vraiment le mot. Je suis en burn-out, j'ai beaucoup, beaucoup de pression dans ce métier-là. Je l'ai fait pendant 4 ans et j'ai été responsable d'une annexe de concession. Donc j'avais la responsabilité de cette annexe et c'était beaucoup, 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 beaucoup de pression qui, à l'époque, me rongeait de l'intérieur. Donc, faut remettre les choses dans son contexte aussi. Je suis en plein burn-out, en pleine dépression, je le sais pas. Et quand je vois ce spectacle, je me dis, ma vie, c'est de la merde. Je veux faire ça. Moi, j'ai envie de travailler avec les chevaux. Et en fait, ce moment, il est vraiment clé dans l'histoire de ma vie. Et si je suis là aujourd'hui en train de vous faire des podcasts sur Ponycorn et de vous faire des vidéos équestres, et c'est que je suis masseuse équine, c'est grâce à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment que j'ai décidé, vraiment dans ma tête, alors ça a pris beaucoup de temps après, mais dans ma tête à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais arrêter ce que je faisais pour travailler auprès des chevaux. Alors je ne le sais pas encore, mais je ne vais pas devenir cavalière professionnelle du Puy du Fou, mais c'est ce moment-là qui me permettra plus tard, quelques années plus tard, de me mettre, enfin quelques années, même pas longtemps après, hein, un an après, de me mettre à mon compte en fait pour avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Et je l'ai créée en 2017, l'entreprise que j'ai aujourd'hui, donc l'entreprise de massage équin, qui a évolué en ponycorn plus massage équin. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est presque 10 ans plus tard, c'est grâce à ce moment-là, en fait. Et c'est un peu incroyable parce que on est en 2016 et en 2017, fin 2017, j'ouvre ma boîte et je l'ai toujours à l'heure actuelle et je vis ma best life depuis 10 ans, les gars. Je remercierai jamais le moment, donc ce moment-là, où dans ma tête, je me suis dit, ça suffit. Arrête ton putain de boulot toxique de merde qui te plaît même pas pour vivre de ta passion qui est les chevaux. Et à l'époque, je savais pas du tout ce que je voulais faire dans les chevaux puisque j'avais tout arrêté. Hein. Pour ceux qui ont écouté mes podcasts ou vu mes vidéos sur mon parcours, j'ai été d'abord auxiliaire veto quand j'étais très jeune. Où j'ai appris, entre autres, le massage équin, surtout l'anatomie équine, les bases, on va dire, du massage équin. Et j'ai arrêté suite à un burn-out parce que j'ai perdu ma jument. Et à l'époque, j'avais été les petites mains, ce qu'on appelle, du chirurgien qui a opéré ma jument d'une colique. Donc en fait, j'ai opéré avec le chirurgien ma jument, qui est Paloma. Si vous voulez écouter le podcast de Paloma, vous saurez. Et suite à ça, j'ai fait un burn-out et j'ai décidé d'arrêter de faire ça parce que c'était trop dur pour moi. Et je suis partie comme ça, j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai tapé à la porte d'un magasin de meubles et je suis devenue vendeuse. Et ça a évolué après, vendeuse en automobile et responsable de cette annexe de concession quelques années plus tard. Et du coup, je me retrouve de nouveau en burn-out et je décide de repartir dans les chevaux. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour vous faire un petit peu le topo. Et donc, à partir de ce moment-là, mon rêve, vraiment, alors je sais que je vais arrêter ce que je fais comme boulot, mais mon rêve, c'est d'intégrer
la cinécénie. Parce que, en fait, en Vendée, tout le monde sait qu'on peut intégrer ce qu'on appelle donc la cinécénie, qui est le spectacle du soir du Puy du Fou, qui a lieu tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, en période haute saison, donc c'est-à-dire de avril à septembre. Et en fait, la cinécénie, c'est un peu, comment dirais-je, un groupe secret, quoi. C'est-à-dire que tu rentres pas comme ça. Tu rentres par cooptation. Tu dois avoir 2 parrainages, 2 personnes qui te parrainent. Tu dois être filleule de 2 personnes et ensuite tu peux rentrer. Il y a une liste d'attente longue comme mon bras, et ça a toujours été un truc inaccessible. Donc moi, ça a jamais été mon grand rêve de rentrer au Puy du Fou, mais tout le monde le sait en Vendée que c'est comme ça. Et là, tout à coup, je me dis: «Mais je veux faire ça, quoi». Et il se trouve qu'à l'époque, on a, un collègue qu'on appelle Dougui, qui est bénévole, justement à la cinécénie. Donc à la cinécénie, il y a environ 4 000 acteurs qui sont tous bénévoles. Ça, c'est hyper important. C'est la base du Puy du Fou. Alors dans le parc, le spectacle des mousquetaires dont je vous ai parlé, le dernier panache, tout ça, ce sont des acteurs professionnels qui sont payés. Et le spectacle du soir, du vendredi et du samedi soir, la cinécénie, ce ne sont que des bénévoles. Et ça, c'est le noyau du Puy du Fou. Ça a commencé comme ça, avec un groupe de bénévoles, et ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, il y a 4000 bénévoles. Donc, il n'y a pas 4000 en scène tout le temps, hein, mais en scène, en simultané, il y a environ 1500 à 2000 acteurs, enfin 2000 personnes, parce qu'il y a les acteurs, mais il y a tout le backup derrière, les coulisses et tout. Donc, il y a 1500 à 2000 personnes en même temps, à chaque cinécénie, pour en spectateurs jusqu'à 14 000 personnes. Et grosso modo, mais vraiment, tous les soirs, c'est plein. Les billets de la cinécénie, c'est plein hyper longtemps à l'avance. En général, c'est full tout le temps. Et c'est très très rare, sauf quand il y a une flotte pas possible, une tempête ou un truc comme ça. Et en général, la ciné on l'arrête parce que ça s'appelle. Oui, vous m'entendrez beaucoup dire la cinesse. C'est le diminutif, si vous ne comprenez pas. Vous allez voir le langage au Puy du Fou. Et du coup, ça arrivait très rarement. Moi, en 3 ans, on ne l'a jamais reporté. Et il y a une fois où ça a été reporté, ça a été annulé, il y avait une inondation. Il y avait eu un tellement gros orage qu'en fait les coulisses étaient inondées, tout était inondé, et du coup ils ont annulé le spectacle, mais sinon ils annulent jamais, hein. C'est vraiment une institution, le truc. Et donc Dougui, avec sa femme, donc sa femme est une amie de la femme de Nicolas de Villiers, qui est le fils de Philippe de Villiers, qui a repris le flambeau depuis son père. Et donc eux ils sont à la cinécénie, tu vois. Et là, je dis à mon mari à l'époque, donc mon mari de l'époque travaille avec moi dans la concession automobile, et je lui dis: mais il faut qu'on rentre au Puy du Fou, c'est obligatoire, c'est mon rêve de vie de faire ça, quoi. Et bref, mon mari à l'époque, il est trop chou, parce que à chaque fois que j'ai un rêve ou j'ai envie de faire un truc, il me pousse à fond, tu vois. Et franchement, là, il se dit: c'est le rêve de sa vie, je vais tout faire pour la faire rentrer, tu vois. Et donc, Dougui, c'était un copain à lui. Alors, moi, je le connaissais un petit peu moins que lui. Et du coup, il commence à lui en parler. Puis Dougui, il lui dit: ah, c'est chaud, hein. Franchement, la cinécénie, c'est super chaud. Il y a une liste d'attente longue comme mon bras. En plus, elle veut rentrer parce que moi, je voulais rentrer à la cinécénie, mais je voulais pas. Je voulais rentrer à la cavalerie. Je voulais rentrer là où on monte à cheval. Je voulais pas être actrice pour sans cheval. En fait, moi, c'était mon rêve de vie, c'était de faire du spectacle équestre après avoir vu les mousquetaires, quoi. Et il dit: non, mais la cavalerie, c'est le village le plus petit. Alors, le village, là, c'est pareil. Dans la cinécénie, en fait, vous avez ce qu'on appelle villages. C'est-à-dire que la scène est tellement immense que c'est divisé en plusieurs villages. Et chaque village a sa spécialité, par exemple, et son nom. Donc, le village de la cavalerie, c'est ceux qui montent à cheval. Le village de l'allée romaine, c'est ceux qui vont jouer, par exemple... alors, l'allée romaine, c'est du côté du stadium gallo-romain, dans le parc. En fait, ça a des noms comme ça. La pêcherie, voilà. Enfin, en fait, chaque village a des noms. Et chaque village a ses spécialités. Il y en a qui sont à pied, d'autres qui vont, je dis n'importe quoi, être dans des chars, etc. Et chacun a sa spécialité. Donc la cavalerie, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui tourne autour des chevaux. Dans la cavalerie, il y a 2 teams. Il y a la team des cavaliers à cheval, donc où on monte à cheval, et les cochers, ce qu'on appelle. Donc les cochers, c'est tout ce qui... ceux qui font de l'attelage, puisque dans le spectacle, il y a aussi de l'attelage, ce qui est incroyable.
Et moi, j'y connais rien du tout dans l'attelage, donc je pouvais pas me placer dans cette team-là. Et je voulais uniquement monter à cheval à la cavalerie. Donc c'est restreint de chez restreint de chez restreint. Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, les autres villages, ils sont assez gros. Vous pouvez avoir, alors, je vais te dire une connerie parce que je pense que les chiffres, je les ai plus, mais je pense que genre à la pêcherie, on peut facilement avoir 1000 personnes dans un village. Je dis une connerie, hein, mais c'est pour vous donner un chiffre. Et à la cavalerie, on est par exemple 250. Donc c'est le plus petit village de tous les villages du Puy du Fou. Donc c'est vraiment j'allais dire l'élite. La meuf, elle se sent publicité. Mais c'est pas l'élite, mais c'est vraiment spécifique, quoi. Faut vraiment... quand tu rentres à la cavalerie, t'as vraiment de la chance parce que c'est vraiment le plus petit village du truc. Puis tu dois avoir des compétences équestres particulière parce que tu montes à cheval et puis tu fais du spectacle. Donc moi déjà je montais à cheval. Je monte à cheval depuis gamine. En plus à l'époque j'ai envie d'en faire mon métier du coup après avoir vu Les Mousquetaires. Donc comment dirais-je, je suis tout le temps aux écuries, je fais de la compétition, je tiens plutôt bien à cheval, on va dire. Je monte presque tous les jours. Monter à cheval, c'est pas dérangeant. Par contre, j'y connais rien à l'attelage et je n'ai jamais fait de spectacle équestre de ma vie. Et au passage, à l'époque, j'ai fait très peu de dressage. J'ai fait du dressage amateur en concours, c'est tout. J'ai jamais fait de dressage pro ou de choses comme ça. J'ai pas un cheval de dressage, donc c'est un peu compliqué. Enfin, bref, vraiment, à l'époque, je corresponds en rien pour aller à la cavalerie. Hein. Et donc Dougie au début nous dit non. Puis Stéphanie elle monte à cheval, donc Jérémy lui dit bah oui, elle monte à cheval à fond et tout. Et il me dit franchement je vais demander, mais je te garantis rien du tout. Il y a de fortes chances que ça marche pas. En plus, Dougie, lui, n'est pas à la cavalerie, il est à la pêcherie. Et en fait, la pêcherie, il dit, si vous voulez venir à la pêcherie, pas de problème. Mais la cavalerie, c'est quasiment impossible d'y rentrer. En plus, ils sont un petit peu entre eux, quoi. Donc, non, je te garantis rien. Sauf que par chance, la copine de sa femme, à Dougie, c'est la femme de Nicolas de Villiers. Et la femme de Dougie, on parle à sa copine, qu'on parle à Nicolas de Villiers, qui dit à Dougie, écoute, s'ils sont si motivés que ça, les deux, ils ont qu'à faire une lettre, parce qu'il faut faire une lettre de motivation. Me v'là à faire une lettre enflammée. Mais alors, j'ai jamais fait une lettre enflammée comme ça, hein, où j'explique que c'est mon goal de vie, que quand j'ai vu Les Mousquetaires, je suis tombée amoureuse du spectacle, que je rêve de faire ça, que certes, je ne fais que du concours CSO et un petit peu de dressage, mais j'ai envie, j'apprends vite et j'ai envie. Je fais une lettre enflammée. Mon mari, à l'époque, me dit, ouais, pourquoi pas, moi j'ai envie de faire ça avec toi, puis en plus, il y a Dougie, ça nous fera sortir, machin. Donc voilà qu'on fait une lettre tous les deux. Truc improbable, Dougie, quelques semaines plus tard, revient nous voir et nous dit Steph, elle peut passer les castings. Et là, je lui dis quoi ? Parce que, en fait, alors, pour vous sachiez comment ça marche, on rentre pas comme ça à la cavalerie. Hein. Déjà, de 1, tu fais une année à pied. Et de 2, ensuite, quand tu veux être cavalier, tu fais un casting. Donc là, à l'époque, il dit ouais, Steph, elle va pouvoir passer les castings. Vous allez être pris au Puy du Fou, mais par contre, il y a un prérequis, c'est-à-dire que vous allez être 1 an à pied. Elle ne pourra pas monter à cheval au départ, puisqu'elle ne connaît pas comment se passe le spectacle. Elle va être... comment ça s'appelle ? Merde, je ne me rappelle plus du nom. Je vais vous dire n'importe quoi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce rôle-là qu'on avait dans les coulisses avec ma copine Lulu. Et puis Eline, bref, Yaya, je me suis fait des copains, des copines, hein, c'est une famille, le Puy du Fou, c'était vraiment incroyable. Bon bref, donc je suis à pied, en gros, je donne le top départ, voilà, ça s'appelait des top départs. Je suis top départ, c'est-à-dire que je dois donner le top départ au cavalier au bon moment de la musique. Donc ça, c'est un job de ouf, vraiment. Hein. Parce que si tu te trompes de quelques secondes ou de quelques secondes, tu peux impacter tout le spectacle. C'est-à-dire que toutes les lumières sont calées sur la musique, etc. Donc si tu fais partir un cavalier trop tôt, trop tard, tu foires la scène. Hein. Grosso modo, c'est ça.
Donc top départ. Donc Dougie nous dit ça. Ok, donc Jérémy, toi, tu seras entre guillemets ce qu'on appelle groom. Alors je sais plus non plus son rôle, comment c'était. Putain, mais j'ai perdu la mémoire les gars. Et moi, top départ. Franchement, à ce moment-là, j'ai envie de mourir de plaisir tellement que je suis heureuse de pouvoir rentrer dans ce truc-là. Dougie me dit qu'il n'y a pas de souci, que après une année, si tout se passe bien et si au Puy du Fou il voit qu'on est investi et que ça se passe bien, j'aurai une chance de passer les castings à l'automne d'après. Donc, on rentre au Puy du Fou, première saison au mois d'avril, c'est juste incroyable. On se fait des copains, c'est une vraie famille. Alors, ce qu'il faut savoir au Puy du Fou, c'est. Moi, je parle de la cavalerie parce que je connais la cavalerie, mais dans tous les villages, c'est pareil. C'est une ambiance de famille. C'est-à-dire que quand tu rentres au Puy du Fou, t'es inclus dans la famille. C'est vraiment une ambiance particulière que j'ai jamais retrouvée ailleurs. C'est vraiment beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance et surtout c'est une grosse bande de potes qui font la fête tous les vendredis, tous les samedis. En gros, l'ambiance, pour vous dire, c'est ça. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous faites ça bénévolement tous les vendredis, tous les samedis pendant la saison. Ouais, mais alors on a des avantages, bien sûr. Quand tu es à la cavalerie et que tu es cavalier, tu as des cours d'équitation tout l'hiver, puisque faut bien se préparer pour les spectacles de l'été. Donc tout l'hiver, tu montes à cheval. Tu montes des chevaux de dingue qui sont hyper bien dressés. Et puis, pendant la saison, tu as open bar. C'est-à-dire que dans chaque village, en fait, tu as un bar du village où tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout coule à flot. Hein. Voilà, on va pas faire de dessin, mais tout coule à flot. Tu te rinces toute la soirée comme tu as envie. Tu fais la fête. On se faisait des pique-niques, des barbecues, des machins avant la ciné-cénie. Bon, bref, vous aurez compris, c'est une super ambiance. Alors, c'est ça, en fait, qui te donne tout le temps envie de revenir. Outre le fait que de jouer dans un des plus beaux spectacles, enfin, dans le plus beau spectacle du monde, puisqu'il a été élu plus beau spectacle au monde, avec une bande de potes devant 14 000 spectateurs, c'est incroyable. Et c'est une espèce d'adrénaline et de drogue que tu as envie de tout le temps récupérer. Bien sûr, après, comme avantage, tu peux aller autant de fois que tu veux dans le parc du Puy du Fou. Bon, voilà. Tu as quelques avantages comme ça. C'est pour ceux qui connaissent pas, vous me direz, ouais, c'est un peu maigre. Alors oui, effectivement, parce que c'est une dévotion, hein, le Puy du Fou, faut se le dire. Tu donnes tous tes vendredis soirs et tous tes samedis soirs pendant la saison, quasiment. Même si tu as un quota à faire, en gros, faut tout le temps que tu y sois, hein, clairement, qu'on se le dise. Parce qu'il manque toujours quelqu'un, ou parce que c'est mieux, parce qu'il compte sur toi. Et voilà, donc tu te sens tout le temps obligé d'être là. Et surtout, nous, à l'époque, c'est qu'on habitait à 1 heure de route, quoi. Donc, on rentrait à 3 heures du matin. Le lendemain, on renquillait, on faisait ça. Ça te nique ton week-end, hein, clairement. Hein. Quand tu rentres à 3 heures du matin, le vendredi, enfin le samedi matin et le dimanche matin, je peux te dire que le lendemain, t'es un peu une loque. Hein. Donc, les week-ends de la saison, après, il faut renquiller ta semaine de boulot. Donc, les week-ends de la saison, c'était compliqué. Hein. Mais bref, c'est des. Moi, j'ai vécu des moments équestres que jamais je ne revivrai de ma vie et des moments humains que jamais je ne revivrai de ma vie non plus. C'est des moments mémorables. Encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec ces gens-là parce que même si ça fait, oh là là, aujourd'hui, ça fait un bout de temps que j'y suis plus. Hein. Je dirais ça fait bien 6-7 ans que j'y suis plus. Même après 6-7 ans, c'est toujours un plaisir de se revoir, quoi. Et c'est des amis, en fait. Et ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Donc, bref, je reprends mon histoire. Donc, je suis donc au top départ, je donne le top départ. Je suis chapeautée par Lulu et Yaya, qui sont clairement les piliers des top départs et qui sont extrêmement bienveillantes et adorables et trop drôles et vraiment qui donnent une ambiance de fou dans ce top départ. Et j'y prends goût. J'adore mon année au top départ. J'adore. Je kiffe vraiment et à tel point qu'à la fin de la saison, Estelle, donc, qui est la responsable des cavaliers, qui vient me voir en me disant à l'automne, Steph, j'aimerais bien que tu passes les castings pour devenir cavalière l'année prochaine. Est-ce que ça te dirait? Alors bien sûr, puisque moi, quand je suis rentrée au Puy du Fou, c'était pour devenir cavalière. Mais quand même un petit pincement au cœur parce que j'étais tellement bien au top départ que je me dis, est-ce que je retrouverais la même ambiance à cheval?
Et puis à cheval, je peux vous dire que c'est la course, quoi. Puisqu'on enchaîne plusieurs rôles, en fait, dans le spectacle, qui dure 2 heures, je crois. Et pendant 2 heures, tu cours. Tu dois changer ton cheval. C'est nous qui sellons nos chevaux, c'est nous qui les habillons, parce qu'en plus, ils ont des costumes, hein, les chevaux. Donc, un coup, t'es chevalier, un coup, t'es amazone, un coup, t'es bleu, ce qu'on appelle. Donc, les bleus, c'est ceux qui. C'est les mecs de la Révolution, les républicains. Bref. C'est la course, la course, la course, la course. Et en plus, il faut apprendre tout un tas de trucs que je ne connais pas. Monter en Amazone, monter avec un godet, vous savez, un drapeau de chevalier. Descendre et remonter de cheval, comment dirais-je, du tap-au-tap, quoi. Dans le spectacle, tu peux pas mettre 3 plombes, prendre ton petit tabouret et remonter tranquille. Hein. Non, faut remonter comme les mecs que vous voyez dans les films. Hein. C'est exactement ça, quoi. Donc, ben moi, je sais pas monter en Amazone. J'ai jamais monté avec un godet. Monter à cheval, ben moi, il me faut mon tabouret. En fait, je vous rappelle, les gars, qu'à cette époque-là, je suis pas toute jeune non plus, quoi. J'ai la trentaine, un truc comme ça, quoi. Bon, je suis pas vieille non plus, mais je suis un peu empotée. Puis je fais pas de sport, hein, je fais que de l'équitation. À l'époque, je fais pas de crossfit, je suis pas musclée du tout. Je suis vraiment grassouillette et puis en plus empotée, quoi. Hein, on se le dise, quoi. Bref, donc Estelle, elle est au courant de tout ça, hein, mais entre-temps, j'ai laissé mon boulot chez Nissan et je me suis mis à mon compte. Donc ça fait 1 an à peu près que je suis à mon compte et par magie, euh, je travaille plutôt très bien, j'ai beaucoup de boulot et je monte parfois jusqu'à 5-6 chevaux par jour. Donc en fait, j'ai le cul sur un cheval toute la journée depuis presque 1 an. Et ça va me sauver la vie parce que pendant le casting, à l'automne, c'est pas de la tarte. Elle nous met des chevaux, elle nous demande de faire, je me rappelle plus exactement, mais genre elle nous donne une mini reprise de dressage à faire et il faut qu'on l'exécute devant elle. Elle nous donne des mouvements de dressage à faire, session à la jambe, épaule en dedans, hanche en dedans, machin bidule, et on doit le faire. Et en fait, c'est hyper. Alors, c'est la première fois, moi, que je passais à un casting pour un spectacle équestre, hein, parce que, ouais, et puis un casting tout court, hein, les gars, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est vrai que c'est très stressant. Et parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous observent, qui disent rien, et on est 3-4 à ce moment-là à faire le casting. Et là, je me dis, c'est mort, je suis pas prise, quoi. J'avais l'impression, enfin, moi, le dressage, c'était pas trop mon truc. J'étais pas du tout habituée à monter en selle de dressage, j'étais plutôt une cavalière de saut. Et je me rappelle découvrir quasiment, enfin c'est même pas quasiment, c'est découvrir la selle de dressage pendant le casting au Puy du Fou, quoi. J'avais jamais mis mon cul dans une selle de dressage quasiment, hein, ça se comptait sur les doigts d'une main. Et là je me retrouve à devoir monter un cheval que je connais pas, qui est quand même assez chaud puisque c'est des chevaux de spectacle et c'est des chevaux ibériques, donc c'est des chevaux très très sensibles, et dans une selle de dressage. À la fin du casting, pour moi, je suis pas prise. Je me dis que c'était merdique, j'ai fait de la merde et que voilà. Elle nous fait aussi échanger de cheval en fait pendant la séance pour voir un peu comment on se débrouille avec nos chevaux. Et quelques jours, donc elle nous dit, je vous recontacterai dans les jours qui suivent, voir si vous êtes pris ou pas. Quelques jours après, j'ai Estelle au téléphone qui me dit félicitations, tu vas être cavalière avec nous à la Cinécénie. Alors là, je m'y attendais pas du tout, je pensais avoir tout foiré, et en fait, non. Et là me vient une espèce d'angoisse où je lui dis, mais Estelle, je ne sais pas faire les 3 quarts de ce que vous demandez en fait. Le chevalier, je sais pas, le drapeau il pèse 1 tonne, hein, parce que quand t'es top départ, t'aides aussi à redonner les drapeaux aux autres gars qui sont avec toi, aux aides et tout. Et en fait, les drapeaux, ils sont hyper lourds. Et en fait, il faut monter à cheval avec un drapeau qui est casé dans ton godet. Donc un godet, c'est un espèce de petit réceptacle que tu as à la cheville. Tu poses ton drapeau qui pèse 1 tonne, hein, clairement. T'as un aume, t'es en armure de chevalier. T'as un aume, tu vois rien. Tu es lancé à peu près 36 km/h de galop sur une piste où tu ne peux pas faire de volte s'il y a un problème, et avec ton aume où tu vois rien, et tu fais tout ça à une main. Ta main droite sur le drapeau, ta main gauche avec des rênes, t'as intérêt de faire un nœud parce que sinon tu les perds, et t'es à 36 km/h. Alors pour vous donner un ordre d'idée, 36 km/h, c'est très, très rapide. C'est, alors je vais pas dire de conneries, mais entraînement de chevaux de course, quoi. Donc c'est pleine balle. Alors moi, vous imaginez, avec mon petit galop de CSO, mon petit galop de dressage vite fait amateur, je suis pas du tout prête à ce qui va se passer.
Donc j'avais vu ça pendant que j'étais top départ et je me dis non mais de toute façon vaut mieux pas que je monte à cheval, je suis pas capable, j'ai pas le niveau quoi. Et là quand Estelle me dit que je suis prise, j'ai une grosse panique. Et je lui explique, je lui dis écoute Estelle, je me sens pas capable, je vais être franche avec toi, j'ai passé le casting parce que c'est mon rêve de gosse, mais vraiment je pense que je suis pas capable. Et Estelle elle me dit t'inquiète pas, là on est au mois d'octobre, tout l'hiver tu vas bosser avec nous et je te promets que au mois d'avril tu seras prête. Et là, je lui dis, non, je le sens pas. Elle me dit, fais-moi confiance, je sais que tu seras prête, j'ai vu que tu serais capable. Donc, il n'y a aucun problème. Elle me dit, si j'avais senti que tu n'étais pas capable, je ne t'aurais pas prise lors du casting. Elle me dit, tu seras capable. Ok. La meuf, elle croit en moi 2 millions de fois plus que moi, tu vois. Et bref, donc, dès le mois d'octobre, j'intègre les cours d'hiver où j'y vais toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Donc c'est à 1 heure de chez moi, hein. Donc ça me demande vraiment beaucoup de motivation parce que je fais mes journées de boulot. L'hiver, c'est une horreur, hein. Tu fais tes journées, toi-même tu sais, tu fais tes journées de boulot, tu termines à 18 h. Les cours, ils étaient assez tard, ils étaient à 18, 19, 19, 20 et tout. Tu termines, tu vas monter à 18 h et tu te retapes 1 heure de route dans l'autre sens. Et c'est pas des petites séances. C'est pas des petites séances, c'est des vraies séances de dressage, de mise en selle. On n'est pas là pour rigoler en fait. Alors si, l'ambiance elle est géniale, on rigole et tout, ça se passe trop bien. Mais le travail à cheval, on n'est pas du tout là pour rigoler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Puy du Fou, les chevaux, malheureusement, ne sortent pas beaucoup. Enfin, ils ne sortent pas du tout au paddock. Ils sont au box en permanence et ce sont les cavaliers qui se relaient pour les sortir et les faire travailler, les promener, etc. toute la journée. Donc l'hiver, bah, il n'y a pas de spectacle de ciné-scénie, donc ils travaillent moins. Le parc est aussi fermé, donc ils travaillent uniquement ce qu'on appelle en travail d'hiver. Donc ils travaillent la journée avec les acteurs pour le parc d'attractions, mais juste en entraînement, puisque le parc est fermé. Et le soir, bah, c'est les gars de la ciné-scénie qui prenons le relais et qui travaillons les chevaux. Ce sont des bombes, puisqu'ils ne sortent pas, donc ils ont un besoin de bouger phénoménal, et ce sont des bombes. Donc clairement, j'ai jamais monté autant de chevaux pétillants, on va dire, enfin non, pétillants, c'est pas le mot, mais qui ruent, enfin, c'est à tous les cours, suffit qu'il y ait une mouche qui pète, c'est tout le monde part en cacahuète, quoi. Donc t'as intérêt de bien tenir à cheval. Et je me rappelle à l'époque, Estelle, elle me dit, mais putain, Stéphanie, tu tiens bien à cheval. Et tant mieux, parce que ça va te servir pour la saison. Je dis, ok. Et bref, donc les cours se font. C'est très dur pour moi au début. Alors l'ambiance, elle est super, je suis très vite acceptée, les gens viennent me parler, c'est très familial, c'est vraiment sympa, c'est très bienveillant. On m'explique aussi, ben, j'apprends comment mettre une selle de dressage, j'apprends à mettre un godet, j'apprends plein de trucs en fait. J'apprends à monter en Amazon. Jamais je n'ai monté en Amazon de ma vie. J'apprends à mettre une selle d'Amazon, j'apprends à monter en Amazon, c'est une révélation pour moi. Et ce sera mon rôle préféré du Puy du Fou ever. C'est vrai que pour une femme, alors on dirait pas comme ça, mais la monte en Amazon, c'est complètement naturel et c'est une monte qui est vraiment extraordinaire. Moi, si on me demandait, si on me disait à partir de maintenant, tu ne pourras monter à cheval qu'en Amazon, je serais la plus heureuse du monde. Je trouve que c'est une monte qui est totalement naturelle et pour le cheval et pour les femmes parce qu'on a le bassin qui est assez large et du coup, on est vraiment hyper à l'aise comme ça. Alors ça peut paraître complètement fou quand on n'est jamais monté en Amazon, mais c'est vraiment incroyable. C'est une sensation incroyable. Et moi, c'est mon rôle, le rôle d'Amazon de charrette, c'était mon rôle préféré, quoi. C'était incroyable. Mais vous allez voir, je vais vous raconter des anecdotes. Faut que j'avance un peu parce que ce podcast va faire 1 h 30. Donc, je me prépare l'hiver, je fais les cours, je suis très assidue, je travaille dur et arrive la saison. Et là, je suis morte de trouille parce qu'on commence à faire les essais en réel la journée. Et les essais, ça fait très très peur parce que quand on travaille l'hiver dans le manège, donc tu peux pas prendre des très gros galops. Par contre, quand on fait les répétitions, je disais les essais, mais c'est les répétitions, là, c'est en conditions réelles. Et là, je vois pour la première fois ce que ça va être d'être lancé à 36 km/h. Je suis terrorisée, hein. Clairement, le premier galop, je me rappelle me dire,
je vais mourir. Je sais pas comment je vais faire pour m'arrêter. Et je me rappelle qu'il y avait certains chevaux, Estelle me disait, alors les chevaux, ils sont très très intelligents et ils ont la mémoire associative. Donc en fait, il y a certains chevaux qui sont tellement habitués à leur rôle qu'en fait, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ils t'embarquent. Tu peux rien faire jusqu'à la fin du circuit. Et à la fin du circuit, bon, bah, le cheval, il a compris, c'est fini, il retourne aux écuries terminus. Sauf qu'il y a certains chevaux qui font plusieurs rôles et d'autres chevaux, ça leur monte complètement à la tête. Je vous rappelle, ce sont des ibériques qui sont très très sensibles et en plus, ils sortent pas au paddock ni au pré, donc ils sont vraiment borderline dans leur tête, les chevaux de spectacle, malheureusement. Mais certains chevaux sont plus que d'autres et je me rappelle que Estelle me dit à l'époque, bon, écoute, celui-ci que je t'ai donné, il s'arrête pas. Donc, quand tu vas arriver à la fin, tu te débrouilles de trouver un endroit où tu vas pouvoir faire une volte, mais tu tournes jusqu'à temps qu'il se calme. Et elle me dit, quand il se calme, tu lâches toutes tes rênes et tu le caresses beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Sur le coup, je pensais qu'elle rigolait. Sauf que non. Et je me vois complètement embarquée. Et c'est très, très long quand tu te fais embarquer. Très, très long. Et là, je me dis, j'essaye de reprendre. Je vois qu'il y a zéro réponse. Je me dis, alors moi, casser la gueule d'un cheval pour m'arrêter, c'est pas du tout mon délire. Hein. Mais là, clairement, j'y pense dans ma tête, parce que je me dis, on va mourir. Parce qu'au bout du truc, il y a un lac. Hein. Donc, si tu t'arrêtes pas, tu vas dans le lac, tu sautes dans le lac, quoi. Et là, je me dis, je vois le lac arriver, je vois le truc, et je me dis, mais comment je vais faire? Et par chance, j'ai un autre cavalier qui arrive en face, et qui se place devant moi, en fait, et comment vous dire, il est passé devant moi et s'est mis à tourner. En fait, donc entraînant mon cheval à se mettre en volte aussi. Et en fait, on a fait tous les deux des voltes et des voltes. Alors lui, il était à l'arrêt, mais pour m'aider à m'arrêter, en fait, parce qu'au Puy du Fou, tout le monde se donne un coup de main. Hein. C'est ça qui est génial. Donc il a vu que j'étais en détresse et il s'est mis à m'aider à tourner sur le cercle et j'arrive à arrêter mon cheval comme ça. Bon, bref, petite anecdote. Donc je suis pas très rassurée, je vous dis, pour arriver à la saison. Mais bon, la saison arrive. Et je suis donc dans le rôle du chevalier. Entre autres, on a 4 rôles à chaque fois, tous les soirs. Et je me rappelle, mon premier rôle, c'est chevalier. Les chevaliers de la Quintaine. Ce spectacle, sans vous mentir, ça a été ma hantise pendant 3 ans. À tel point qu'au bout de la 3e année, je faisais des malaises de terreur et de trac pour faire cette scène. En fait, c'est la première scène du spectacle. C'est aussi la plus dangereuse puisqu'on est, je sais plus combien de cavaliers, mais on est 20 ou 30 chevaliers à la queue leu-leu, lancés pleine balle, avec, comme je vous disais, un aume où on voit rien, une tunique de chevalier. Le cheval, il porte aussi une tunique, c'est un nom. Oh putain, je me rappelle plus du tout des noms, je suis vraiment une grosse nulle. Le cheval, il a aussi la tunique. Votre drapeau qui pèse 1 tonne, le godet à la con, et t'as qu'une main pour gérer ton cheval, et tu vois rien, t'as un aume. Donc t'as un filet de lumière du jour, qui, au passage, c'est la nuit, donc tu vois rien. T'es ébloui par tous les spots que t'as partout, et tu dois faire ton truc pleine balle, sans écraser des acteurs, parce que t'en as partout, hein, je vous rappelle, on est quand même sur scène en même temps, on doit être pas loin de 500, un truc comme ça, entre 200 et 500, ce qui fait que tu peux tuer des gens à tout moment, ou tu peux te tuer toi, hein. Et ça arrive souvent à la Quintaine que on se pète la gueule. Moi, par chance, en 3 ans, je me suis jamais pété la gueule, mais j'ai assisté à un accident hyper gravissime où tout le monde s'est cassé la gueule devant moi. J'ai sauté dans les acteurs. Par chance, j'ai fermé les yeux. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand t'es dans un moment de détresse, des fois tu fermes les yeux en espérant que ça passe. Et c'est passé. Mon cheval a géré de ouf. C'était un truc de oufissime. Il a géré de ouf. Il a tué personne, il n'est pas tombé et on s'en est sorti indemne. Je sais pas comment c'est possible. Tout le monde était par terre devant moi, enfin tout le monde. Les 2-3 personnes étaient par terre. Il y en a qui ont été à l'hôpital, enfin bref. C'est dangereux. Le spectacle équestre, c'est dangereux. Mais ça fait partie malheureusement du jeu, même si on essaye d'avoir des règles de sécurité et tout ça. Quand il y a des animaux, du spectacle et que c'est vivant comme ça, il y a toujours un risque. Hein. Donc voilà, bref. Et donc la Quintaine, moi, c'était ma bête noire, à tel point qu'à un moment, je me rappelle que sur les réseaux, j'avais quelqu'un qui m'avait contacté, qui m'avait dit qu'elle était coach mentale pour cavalier. Et elle m'avait proposé en fait son aide. Et j'avais pris des séances avec elle. Ça m'avait aidé de ouf
à visualiser, à respirer en carré et tout. Enfin bref, elle m'avait changé la vie, cette meuf. Je sais même plus comment elle s'appelle, mais si elle m'écoute encore, qu'elle suit encore mes réseaux, merci à toi. Je suis incorrigible, je ne me souviens pas de ton prénom, mais tu m'avais sauvé la vie à l'époque. Et franchement, mets-moi un petit commentaire ou envoie-moi un petit DM si tu te reconnais, parce que vraiment, c'était incroyable. Et bref, longtemps, la quintaine, ça me terrorise, hein. Mais beaucoup, beaucoup, en fait. Je me rappelle à la cinécénie, le tips qu'il fallait faire pour être sauvegardé à la quintaine et pas avoir le moins de risques, prendre le moins de risques possible, c'était se mettre à la fin. Et en fait, on était 50 000 à vouloir se mettre le dernier. Et je me rappelle qu'il y avait des mecs qui faisaient leur gros fort, là, tu sais, ouais, moi je suis un bon cavalier, machin. En fait, ils étaient terrorisés de la quintaine et ils voulaient se mettre derrière à chaque fois. Et ça me faisait trop marrer. Les mecs, je leur disais, mais tu sais, mais tu peux me le dire en fait que t'as peur. Et un mec, une fois, je lui ai dit, mais tu peux me le dire que t'as peur. Il y a aucun problème. Mais je dis, arrête de faire style, de faire genre, alors que tu veux te mettre à la fin à la quintaine comme moi parce que t'as peur. Donc dis-le que t'as peur. Et le mec, à la fin, il m'a dit, ouais, j'ai peur. Bon, bah voilà, ok, d'accord, bah je me mets devant toi. Mais la quintaine, c'était vraiment le rôle qui me faisait le plus peur. Donc il y avait ce rôle-là et le fameux rôle d'Amazon. Donc l'Amazon, je ne l'ai pas joué la première année. Je crois pas, hein. Je crois que j'ai dû... Ou alors si j'en ai fait un ou deux en fin de saison. Et après, j'ai tout le temps eu ce rôle-là. Donc, on a toujours 4 rôles différents par soir. Mais à chaque fois, quasiment, j'étais Amazon et j'adorais. Estelle, elle était trop cool. Elle me mettait toujours Amazon. Bon, Estelle, si elle écoute ce podcast, un gros bisou à toi. Parce que Estelle, eh ben, on est toujours en contact 7 ans après. Et on s'est vu cet été où j'ai emmené Flo, mon chéri, au Puy du Fou pour qu'il découvre ça. Et Estelle, elle nous a fait passer un trop bon moment. C'était au Vikings, c'est le spectacle des Vikings, c'était génial. Bon, bref, Estelle, gros bisous à toi. Et donc Estelle, trop cool, elle me mettait en Amazon. Et Amazon, alors je me rappelle, le premier spectacle en Amazon, j'ai vomi de trac. En fait, juste avant la scène. Alors, en fait, c'est un très gros rôle puisqu'on est seulement 4 Amazones sur scène en même temps, avec les projecteurs qui sont sur nous. Et je vous rappelle quand même qu'on joue devant 14 000 personnes et que ça a été élu le plus beau spectacle du monde. Donc, tu joues pas dans n'importe quel spectacle. Si tu fais une bourde, tu te fais ramasser quand même un peu derrière hein, par Nicolas Devilliers qui, dans les micros, dit l'Amazone en jaune, elle a fait un peu de la merde. Donc, tu te tapes la honte devant tout le monde. Bon, bien sûr, t'as pas de représailles ou de trucs comme ça, mais tu te tapes un petit coup de pression quand même, tu vois. Et c'était un très gros rôle, en fait, Amazon. Et t'as des grandes robes, enfin tous les gens qui regardent la cinécénie se rappellent des Amazones parce que t'as les grandes robes, c'est magnifique, c'est un très beau tableau. Ta charrette qui passe dans l'eau, qui repart au galop et les Amazones qui suivent, enfin c'est magnifique, c'est un tableau magnifique. Et c'est vraiment une fierté quand t'es une femme, parce que c'est des femmes, on lâche nos cheveux pour que nos cheveux soient au vent, enfin c'est magnifique, t'as un chapeau, enfin incroyable, c'est le rêve de toute nana qui a envie de monter à cheval avec une grande robe, hein. Les girls, moi, c'était mon rêve de gosse. Hein. Pour celles qui ont regardé Angélique, Marquise des Anges, voilà, on y est, hein, grosso modo. Mais c'est pas la même époque, mais on y est quand même. Et moi, c'est mon goal de vie. Enfin, je me rappelle le premier spectacle, du coup, on a la top départ, quand t'es cavalière, t'as la top départ, où moi, j'avais fait top départ, justement, au début. Et qui nous dit top départ. Et là putain, au moment où elle me dit top départ, j'ai le dégueulis qui remonte dans ma bouche. Je vomis dans ma bouche. Je me dis, non, je peux pas vomir sur ma robe ni sur mon cheval blanc. J'ai ravalé mon vomi et paf, je suis partie. Oui, les gars, ouais, oui, c'est dégueulasse. Je suis partie pleine balle, plein galop. Et là, t'es plein cul, Amazon. T'es lancé avec tes 4 copines derrière charrette et t'es à 36 km/h, les cheveux au vent, la robe au vent, devant 14 000 personnes qui sont en furie parce que le tableau, il est magnifique. Ça, c'est des souvenirs, mais mémorables. C'est des sensations de liberté à cheval qu'on peut rarement avoir. Je pense dans les courses aussi, peut-être, et encore quand tu as beaucoup de pression. Là, en fait, on a la pression du spectacle, mais une fois que tu es lancé et que tu es dans ton rôle, t'as plus de trac, t'as plus peur. T'es dedans et tu profites, en fait. Et ça dure tellement pas longtemps. Ça dure 2 minutes, 3 minutes. Le temps de faire toute la scène comme ça, qui est immense, hein, au passage, mais t'es lancé tellement pleine balle que voilà. Donc bref, ça c'était le rôle que j'adorais. Et celui que j'adorais aussi, c'était le final. Donc quand tu étais Amazon, tu faisais aussi le final, donc la scène finale, où tous les acteurs sont réunis en même temps. Et tu as un partenaire homme qui est en binôme avec toi, donc tu es à cheval,
en binôme, 2 par 2, et tu dois t'élancer pleine balle au galop devant tous les spectateurs, les 14 000 spectateurs qui sont debout en train d'applaudir, et t'as les feux d'artifice au-dessus de toi. Et là, putain, mais ça c'est encore un cran au-dessus. Oh, en fait, quand 14 000 personnes, on s'en rend pas compte, hein, mais quand 14 000 personnes applaudissent, ça fait vibrer la terre. Et en fait, même à cheval, tu sens les vibrations. C'est indescriptible, indescriptible. Tu sens ton cœur, en fait, qui vibre. Tellement le bruit est fort. C'est des souvenirs, des sensations incroyables, incroyables. C'est vraiment, vraiment, ouais. Le Puy du Fou, j'en garde de très, 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 très bons souvenirs. Vraiment, de gens, de rencontres humaines extraordinaires, de gens adorables, de chevaux incroyables. Moi, j'avais la chance d'avoir un amoureux cheval. Enfin, j'étais fan de ce cheval. Il s'appelait César. Enfin, il est toujours là. Il est à la retraite maintenant. Et Estelle, elle faisait vraiment attention à ça. Quand il y avait un couple cheval-cavalier qui se faisait, elle essayait de respecter ça pour qu'on puisse justement se donner à fond dans le spectacle et être en confiance. Et je remercie vraiment Estelle parce que à l'époque, vraiment, elle savait qu'il y avait certaines scènes qui me faisaient très peur. Et elle faisait toujours en sorte de me mettre un cheval qui ne me mettait pas en danger. Et c'est quelqu'un qui est très réfléchi et qui fait vraiment attention, qui est très 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 investi dans son travail et qui fait vraiment attention à ce qu'elle fait. Et c'est vrai qu'avec le recul aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire. Quand tu es pleine balle dans le Puy du Fou, tu te rends pas compte de tout ça, en vrai. Du travail derrière qui est fait pour te mettre avec le bon cheval, machin. Mais avec le recul aujourd'hui, et pour en avoir discuté avec elle aussi, c'est un travail d'acharné qu'elle faisait pour vraiment faire coller, que tout se passe bien, etc. etc. Et donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Alors qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté ? Eh bien, comme je vous disais déjà, c'est une dévotion, le Puy du Fou. C'est-à-dire que tout est vendredi soir, tout est samedi soir, sont dévoués au Puy du Fou. Donc, t'as pas de vie, t'as que tes copains au Puy du Fou. T'as pas de vie en dehors. Donc, moi, j'avais une vie quand même en dehors. J'avais des copains, des copines en dehors. Tu peux jamais les voir pendant la saison d'été, de avril à septembre, parce que t'es au Puy du Fou. Les mariages et machin, c'était compliqué parce qu'on était au Puy du Fou. Donc, c'est vraiment une dévotion, un dévouement complet qu'il faut avoir. Et à force, c'est pesant. Puisque tu peux t'isoler socialement, parce que tu es tout le temps que au Puy du Fou. Enfin, t'isoler socialement, non, parce que tu as ta vie sociale que au Puy du Fou, mais après, tu vis que pour ça. Et c'est vrai que c'était très prenant. Alors, nous, on était à 1 heure de route, donc 1 heure aller, 1 heure retour, tous les vendredis, tous les samedis. Ça coûtait beaucoup d'argent en carburant, parce qu'en plus, on prenait l'autoroute, donc ça coûtait des frais d'autoroute, des frais de carburant. On était bénévoles, donc on gagnait pas d'argent avec ça, et on en dépensait beaucoup, quoi. Donc fatigue de ça. Aussi, moi j'avais, plus ça avançait dans le temps, plus au niveau éthique équestre, équitation, j'étais plus en accord avec ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que quand je suis rentrée au Puy du Fou, j'étais plutôt typée équitation classique. Je m'étais pas du tout formée à l'éthologie équine ou l'équitation éthologique. C'est venu petit à petit. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans au Puy du Fou, je commençais à me former en équitation éthologique. J'avais commencé des modules avec Andy, voilà. Et plus j'apprenais de choses sur les chevaux, moins ça me donnait envie de continuer dans la voie dans laquelle je continuais. Donc, vu que j'étais plus trop en accord avec ce que avec la façon dont je montais au Puy du Fou, j'ai préféré arrêter plutôt que de me dégoûter, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. J'étais pas trop en accord avec ça. C'était plus la façon de monter que j'avais envie d'avoir. Et au lieu de me dégoûter et d'en garder un mauvais souvenir, j'ai préféré arrêter au moment où vraiment c'était le top et que j'adorais ce que je faisais.
Aussi, il y a eu des petites différences à l'intérieur du Puy du Fou avec certaines personnes. Alors, la plupart, enfin moi je m'entendais vraiment très très bien avec eux, mais il y avait un petit groupe de personnes, je sais pas pourquoi, qui étaient fortement dérangées par le fait que je sois créatrice de contenu, notamment sur Ponycorn. Et en fait, c'est allé dans des histoires à la con, genre, je voulais, m'accaparer, comment dirais-je? Je voulais, avoir une notoriété au Puy du Fou en tant que ponycorn, alors que pas du tout. Enfin, les gens, oui, me reconnaissaient forcément, mais parce qu'ils regardaient mes vidéos en dehors du Puy du Fou, mais à aucun moment au Puy du Fou, je me présentais en tant que ponycorn ou des trucs comme ça, hein. Enfin, pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, vous savez que je suis plutôt quelqu'un de discrète et timide que quelqu'un à me dire: «Ah oui, salut, moi c'est Ponycorn, j'ai 2,5 millions d'abonnés, sur tous les réseaux, confondus». Non, c'est pas du tout mon genre de faire ça. C'est plutôt l'inverse. Moi, en général, je suis plutôt discrète et j'évite de parler de ça. Quand on me pose pas la question et quand on me connaît pas, c'est pas quelque chose que je vais dire. Quand on me demande mon métier, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est je suis masseuse équine, point barre. Et créatrice de contenu si les gens vont plus loin ou me demandent ah oui, tu fais que ça? Bon, bah là, je vais expliquer. Mais vraiment, je suis pas du tout le genre de personne à me vanter. Je déteste ça parce que ça me met. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal avec mon boulot. Oui, c'est clair, parce que je suis tout le temps sous le feu des projecteurs, entre guillemets, sur les réseaux. Mais par contre, c'est vrai que dans la vraie vie, j'aime pas trop ça. Je préfère pas qu'on me remarque, tu vois. Je suis plus à l'aise quand on. Surtout en dehors de mon taf. Quand je suis, on va dire, Stéphanie, et pas dans le boulot ponycorn, bah, moi, j'aime bien être timide et dans mon coin, et voilà. Même si je suis la petite faux-folle qui va faire la fête avec ses potes, j'aime pas me vanter, j'aime pas me mettre en avant. Alors que mon personnage public Ponycorn, c'est plutôt l'inverse, où effectivement je suis assez grande gueule, machin, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est un peu un rôle, entre guillemets, lié à mon personnage de la coach, pour ceux qui ont suivi mes sketchs du début, où j'avais la casquette, puis je parlais comme ça, et j'ai gardé un peu, on va dire, ce type de personnage public quand je suis avec ma casquette en mode ponycorn, quoi. Et alors que c'est pas du tout ma personnalité, absolument pas. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup, il y a certaines personnes qui regardaient mes vidéos, un petit groupe de cavaliers, et qui se sont mis à un peu me critiquer dans le dos en disant que je voulais me vanter de ce que je faisais, que je voulais voler un peu la vedette, parce qu'au Puy du Fou, c'est très mal perçu. C'est vraiment une communauté, le Puy du Fou. Donc tu penses pour la communauté. L'individualisme, il est très très mal vu au Puy du Fou. Tu dois pas te démarquer, en fait. Tu dois penser communauté, mais tu dois pas te démarquer en tant qu'individu. Ça se fait pas. C'est comme ça. Moi, je trouve ça plutôt bien parce que bah, tout le monde est à la même place, en fait. Donc voilà, bref. Et en fait, ces cavaliers-là me reprochaient ça, de vouloir être individuel, machin. Alors que absolument pas. Je pense que ça a été un très gros malentendu, puisque j'ai une amie à moi qui était dans le journal du Puy du Fou, parce qu'il y a un journal interne, et qui avait voulu faire un article sur moi pour présenter mon métier de créatrice de contenu, pour faire une petite rubrique gazette, mise en avant d'un de nos puy-follets, ce qu'on appelait. Un membre de la ciné-scéniste, c'est un puy-follet. Sauf que ça a été justement encore plus mal perçu en disant bah voilà, la ponycorn, elle veut se mettre en avant, elle veut gagner des followers à l'intérieur du Puy du Fou, alors que 4000, on est 4000 personnes, dont la moitié qui ont plus de 65 ans, j'allais pas gagner beaucoup de followers. Hein, non, c'était pas du tout pour ça, c'était parce que mon amie Lulu, à l'époque, m'avait demandé si elle pouvait faire un article sur moi. Bah, je lui avais dit, bon, si tu veux. Enfin, Lulu, à l'époque, elle adorait Ponycorn, elle regardait toutes les vidéos et elle avait envie de faire un article. Bah, moi, ça me faisait plaisir, tu vois, ça m'avait touché qu'elle pense à ça et tout. Donc, je lui ai dit, bah, avec plaisir. Et ça a été très mal perçu, ce qui fait que le fait de passer énormément de temps au Puy du Fou, qui commençait à nous peser avec Jérémy, plus ma vision, pardon, de l'équitation, qui correspondait plus trop du tout avec celle du Puy du Fou, plus ce petit groupe de cavaliers qui s'était mis à m'avoir dans le collimateur, c'était trop. C'était trop. Et un jour, je me rappelle que j'ai la directrice Catherine qui m'appelle pour me dire Stéphanie, écoute, il y a un petit problème.
j'ai des cavaliers qui se sont plaints, apparemment. Donc elle me raconte l'histoire de l'article du journal. Et là, je lui dis, et là, j'explose. Je lui dis, écoute, Catherine, je dis, moi, les histoires comme ça, c'est pas mon délire. Pas du tout. Parce que, alors, Catherine, elle venait tout simplement aux nouvelles, en fait. Il y avait un groupe de cavaliers qui s'était plaint, donc elle m'appelait pour savoir ce qu'il en était, en fait. Elle faisait son job, hein, tu vois. Voilà, elle y était pour rien. Hein. Et là, je lui ai dit, écoute, Catherine, non, moi, là, c'est trop. Je pars. Et elle me dit, ah bon, mais pourquoi? Non, mais c'était pas pour ça, mais bon. Alors, je lui dis, non, mais c'est trop, en fait, c'est plein de trucs. Je lui dis, c'est pas juste pour ça. Je lui dis, c'est la goutte d'eau, ça, mais je dis, voilà. Et je me rappelle Estelle, alors Estelle, on est toujours en contact avec Estelle, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Estelle, elle avait pris le temps de m'appeler pour me dire, Steph, ne fais pas ça, peut-être que tu vas le regretter. C'est pas un petit groupe de personnes qui va faire que. Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais non, c'est pas que ça, c'est d'autres choses aussi qui font que. Et je lui dis, ça me touche que tu aies pris le temps de m'appeler et que voilà, que tu essayes entre guillemets, me récupérer, que je parte pas. Et on était partis. On était parti comme ça avec Jérémy en fin de saison. Alors ça a été très 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 dur au début parce qu'on partait pas en fait vraiment dégoûtés quoi. On avait tous nos potes là-bas, on voyait tous nos potes tous les vendredis, tous les samedis. Enfin, c'était vraiment une famille. Et c'est vrai que la première saison, sans nous, l'année d'après, c'était super dur. Super dur. On suivait ça de loin, on avait les copains qui nous envoyaient les photos, machin, c'était dur. Et c'est vrai que plusieurs années après, ça nous est arrivé souvent de se dire, le Puy du Fou, ça nous manque en fait. Mais si aujourd'hui on me disait, ouais, vas-y Steph, t'y retournes, machin, non. En fait, c'est tellement d'investissement personnel que tu passes ta vie là-bas, en fait. Mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir, c'était d'y aller, de montrer à Flo les spectacles, de revoir Lulu, Estelle, Moumoun, enfin, de revoir des copains comme ça, Gustave, voilà. Ça m'a fait super plaisir. Et c'est tout ce que je demandais, moi, de revoir quelques copains. Tout le monde n'était pas là, malheureusement, mais voilà, quelques copains. J'ai montré la ciné-cénie à Flo, donc moi, j'ai acheté mes billets et tout. Hein, on a fait les vrais touristes. Et du coup, je lui ai montré un peu mon univers. Et moi, de revoir la ciné-cénie, de refaire les spectacles du parc, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment des super souvenirs. Et je regrette pas d'être partie au bon moment. Parce que je pense que je serais restée plus longtemps. La fatigue, tout ça, le fait d'être tout. Enfin, puis l'hiver, moi j'y allais 2 fois par semaine l'hiver. Enfin, je veux dire, c'était vraiment un dévouement total. C'était trop, 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 trop. Puis j'aurais pas pu. À l'époque aussi, avec Jérémy, c'était vraiment une époque charnière où Ponycorn décollait de ouf. Et on avait besoin de développer Ponycorn et on ne pouvait pas le faire si on restait au Puy du Fou puisque tous nos week-ends étaient bouffés par le Puy du Fou alors qu'on était demandé dans des événements à droite à gauche en France. Et on a fait le choix justement de faire développer Ponycorn. Ça a marché très 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 fort. Et puis c'est toujours le cas, sauf que Jérémy n'est plus là aujourd'hui. Et je fais moins d'événements, c'est vrai que j'avoue que j'ai levé le pied maintenant, j'en fais un petit peu moins, mais bon, voilà, hein, la vie fait que moi je trouve que je suis très contente, j'ai trouvé mon petit rythme de croisière, je vous fais des petits podcasts, je fais ce que j'aime en fait, donc je dirais c'est le principal. Et c'est vrai que voilà, c'est des très bons souvenirs, moi vraiment de soirées mémorables, de fêtes, de spectacles mémorables de personnes, enfin bref, je vais me répéter ce podcast dure 1 heure. Mais bref, ouais, c'est des très très bons souvenirs. Je vous invite, si vous connaissez pas, à aller voir le Puy du Fou. Ça vaut vraiment le coup. Si vous passez en Vendée vos vacances, eh bien faites un tour par le Puy du Fou, c'est vraiment un super beau parc. C'est des gens passionnés qui travaillent là-bas. La quasi-totalité des gens qui bossent au Puy du Fou, c'est des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et voilà, bref, je peux pas vous en dire beaucoup plus, sinon je spoilerai les spectacles, mais c'est vraiment super chouette. Donc voilà, c'était la petite histoire de mon ancienne carrière de cavalière de spectacle. J'espère que ça vous aura plu. Et puis sinon, on se retrouve, nous, tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!